printemps de l'économie. Hein, donc la sagesse populaire dit qu'il faut toujours un hiver pour bercer un printemps. Mais le printemps de l'économie française et européenne est encore très frais, hein, comme le climat qu'on a en ce moment dehors. Alors, une activité proche de la récession, un chômage qui touche peu ou prou près de 5 millions de personnes et des perspectives assez peu réjouissantes pour les mois à venir, sauf en ce qui concerne l'inventabilité fiscale du gouvernement. Alors, tout le monde le sait, tout le monde le dit, le remède à la grande panne, c'est le retour à la croissance. Et pas n'importe laquelle. Hein. Si on veut éviter durablement l'explosion que promet un quart des jeunes sans emploi, il faut une croissance forte, comme on n'a pas connu depuis plus de 10 ans. Mais alors comment réveiller? Où sont les gisements et comment les exploiter? Le gouvernement paierait cher, enfin s'il avait de l'argent, pour le savoir. Le débat de ce soir n'apportera pas évidemment de réponse définitive, mais il ambitionne quand même de tracer quelques pistes, du moins on va essayer, et de débattre évidemment avec vous. Alors, je ne vous représente pas mes invités et je me tourne tout de suite vers Michel de Bonneuil. Finalement, on se trouve aujourd'hui dans une situation qui semble assez paradoxale, une croissance introuvable, une forme de consternation devant le chômage de masse, et en réponse à ça, une focalisation sur la compétitivité et sur l'industrie française et le Made in France, vous le constatez. Alors, Michel de Bonneuil, est-ce que, première question, qui n'est pas une question piège, mais est-ce que c'est vraiment le moyen de retrouver la croissance? Prenez un micro, si ça marche. Voilà. C'est parfait. Bonsoir à tous. Donc, je pense que ce qui est d'emblée qu'il faut remarquer, c'est qu'on a l'impression qu'il y a le choix entre une reprise de la croissance et la fin de la croissance. Et en fait, il y a une possibilité qui n'est pratiquement jamais évoquée, qui est celle d'une autre croissance. Or, pourtant, les économistes savent bien que ceci existe et ça s'appelle les grands cycles. C'est-à-dire tous les 2 ou 3 siècles, nous avons ce qu'on appelle une nouvelle croissance qui permet de repartir sur un nouveau cycle quand le précédent s'épuise. Alors, pour comprendre cela, il faut d'abord rappeler ce que c'est que la croissance. Parce qu'on nous dit ce mot, mais en fait, qu'est-ce que c'est que cette croissance? Croissance de quoi? Eh bien, c'est la croissance de la satisfaction des besoins des consommateurs. Croissance de la satisfaction des besoins des consommateurs. Donc, en fait, la satisfaction des besoins des consommateurs, on a toujours, depuis des siècles, essayé de mieux les satisfaire avec la nature, avec nos capacités physiques et mentales. On a essayé de faire ce qu'on pouvait. Donc au début, on avait les bras, les animaux. Bon. Puis progressivement, on s'est aperçu qu'il y avait des technologies qu'on appelait génériques qui étaient capables, si vous voulez, d'impulser justement ces grands cycles de croissance. C'est-à-dire que ce sont des technologies qui permettent pratiquement pour tous les besoins de révolutionner la façon de faire. Donc nous avons eu des technologies de la mécanisation de l'énergie et de la chimie, ce groupe de technologies, qui ont en gros, pour aller vite, je dirais, qui ont décuplé les capacités physiques des hommes. C'est-à-dire qu'avant, si vous voulez, on avait des animaux qui faisaient un peu mieux que nous, mais enfin ça n'allait pas loin. Là, on est passé du lancement en bas à la lancement dans la Lune. C'est-à-dire que l'échelle de ce qu'on appelle, ce qu'ont permis ces technologies, a été extrêmement impressionnante. Et on ne se rend pas compte à quel point ces technologies marquent la façon de satisfaire nos besoins. On a l'impression que cette façon elle est éternelle, en fait pas du tout. Elle est complètement contingente d'un moment, d'un niveau de satisfaction des besoins et d'une technologie qui a permis de le faire. On voit que depuis ces technologies, on est venu dans les villes, on a travaillé dans les usines, on a habité dans des immeubles, on était dans des villes avec des moyens de transport. Bon. Donc si vous voulez, si on avait du temps, je pourrais vous montrer à quel point effectivement nous vivons avec des réseaux d'eau, des toilettes dans les maisons, des
on a pu irriguer la façon de satisfaire nos besoins d'une façon très particulière. Eh bien, au bout d'un moment, alors, ce qu'on arrive à faire, c'est ce qu'on appelle des gains de productivité, c'est-à-dire grâce à ces technologies, on arrive à mieux satisfaire, avec 1 heure de travail, à mieux satisfaire les besoins. Vous voyez, par exemple, c'est des machines qui produisent de plus en plus de voitures avec 1 heure de travail, et donc on voit bien qu'on peut mieux satisfaire les besoins, par exemple, de cette façon. Seulement, vous voyez que comme on satisfait mieux les besoins par heure de travail, il faut qu'il y ait une accélération du processus pour qu'il y ait de plus en plus d'emplois. C'est-à-dire que chaque emploi produit plus, et en plus, on a une demande qui s'accroît de façon à ce que l'emploi s'accroisse lui aussi, pour occuper toute la main-d'œuvre, profiter de toutes ces nouvelles façons de satisfaire les besoins. Et donc on voit bien qu'au bout d'un moment, on arrive au bout du processus, parce que par exemple, là, c'était du côté de l'industrie qu'on avait ces gains de productivité, mais nous sommes tous équipés, suréquipés, donc nous n'avons plus que des possibilités de demande de renouvellement. Et de l'autre côté, cette production a tellement fait l'objet de gains de productivité que maintenant, elle est automatisée, donc il n'y a plus personne. Et donc on voit bien, voilà, c'est le cycle que ce grand cycle est épuisé. Alors on arrive au bout finalement d'une route, et vous en proposez une nouvelle, hein, en tout cas vous nous la montrez, hein, elle n'existe pas encore totalement, mais vous nous la montrez et vous appelez ça l'économie quaternaire, hein, par référence à la primaire, l'agriculture, la secondaire, l'industrie, la tertiaire, le service, et puis vous partez sur la quaternaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, l'idée, si vous voulez, c'est que pour cette nouvelle économie, au lieu de satisfaire, si vous voulez, cette nouvelle économie, elle va satisfaire nos besoins tout autrement. Tout autrement. Et c'est parce que c'est tout autrement qu'on va pouvoir le faire mieux. Parce que la façon dont on faisait avant, ça y est, on ne pouvait plus. Donc, en fait, il suffit de changer la façon de le faire et on va pouvoir satisfaire des besoins qu'on n'avait pas pu satisfaire jusqu'à présent. Alors, cette toute nouvelle façon de satisfaire les besoins, elle est liée aux technologies d'information qui permettent, pour aller vite, je dirais, de découper nos capacités mentales comme les technologies précédentes avaient découpé nos capacités physiques. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les objets parlent à notre place. On va savoir, si vous voulez, au lieu d'avoir des objets qui sont produits dans des usines avec des chaînes de production, productives, etc., que l'on vend, et puis après c'est la galère, donc on va les acheter dans des lieux, on les apporte, on les fait réparer. Vous voyez, on a une façon de satisfaire nos besoins qui est complètement conditionnée par cette façon de produire. On achète les biens, on les achète dans des lieux de distribution, on les fait réparer, on va dans des lieux pour se faire soigner, à l'hôpital, à la maison de retraite, etc. Et aujourd'hui, donc, on distingue bien le secondaire et le tertiaire. Aujourd'hui, en fait, les technologies de l'information vont permettre de faire venir sur nos lieux de vie tout ce qui va nous apporter une satisfaction de nos besoins. C'est-à-dire les biens qui vont être munis de capteurs et les personnes qui vont pouvoir venir 1 heure ou 2 pour s'occuper des biens qui sont là et de nous. Voilà. Et donc, au lieu d'avoir la façon de faire traditionnelle, eh bien, on va avoir ces nouveaux produits, parce que ce sont des nouveaux produits qui incorporent les biens et les personnes, et qui proposent d'appeler, parce que ce sont de nouveaux produits, que je propose d'appeler des solutions. Voilà. C'est-à-dire que, au lieu de séparer un secteur productif, industriel et non productif tertiaire, on a un secteur quaternaire qui sera productif. Ce que ça veut dire, c'est que les chaînes de production productives qui autrefois étaient cantonnées dans les usines vont se prolonger hors des usines pour aller jusque dans les lieux de vie, tous nos lieux de vie, les maisons, les rues, les voitures, et tout ça va devenir des chaînes, des prolongements des chaînes de production sur lesquelles vont pouvoir se déployer des emplois de toutes sortes de catégories, comme ça s'était fait dans l'industrie, sur les chaînes industrielles dans les usines. Alors si je comprends bien, l'économie quaternaire, c'est un peu la fille de la rencontre entre une forme de saturation de la production des biens d'un côté et puis la révolution numérique de l'autre qui amène la possibilité de tout mettre en réseau. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si vous voulez, les biens, en réalité, maintenant on les voit, ils sont tous munis de capteurs. Un bien muni de capteurs, c'est plus un bien. Parce que ça n'a plus de sens de l'acheter. Par exemple,
on y reviendra tout à l'heure, ce qu'on appelle aujourd'hui la télésurveillance, par exemple, pour les personnes en perte d'autonomie. Ça n'a pas de chance sans acheter un appareil de télésurveillance. Ce qu'on achète, c'est des solutions de télésurveillance. Il y a un bien, effectivement, mais il y a évidemment derrière toute une sorte de façon de satisfaire les besoins, avec des gens à distance qui vont vous surveiller de façon non intrusive, qui vont, au moment où il va se passer quelque chose, pouvoir intervenir, rentrer chez vous avec une autorisation, savoir le code par comment il va falloir rentrer, prévenir la famille, prévenir la personne qui vient habituellement, etc. Donc, si vous voulez, on voit bien que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, y compris ces biens, vont pouvoir être fabriqués dans nos pays développés, en France en particulier, parce qu'ils sont intégrés à des solutions qui sont forcément localisées en France, avec un emploi qui ne peut pas partir, parce que ce sont des gens qui viennent chez nous. Et donc nous avons là une nouvelle façon de produire qui non seulement renouvelle la croissance, l'emploi, mais nous donne une vraie différence par rapport aux pays en développement qui doivent, eux, continuer à s'équiper, puisqu'ils ne le sont pas, mais nous, il faut que nous passions à un stade de développement ultérieur dans lequel, effectivement, nous apportons une plus fine satisfaction des besoins, qui est celle, encore une fois, de tout ce qui peut venir à nous. Et on n'a pas le temps de le voir, mais peut-être aussi dans l'automobile, on le verra. En plus, c'est toute nouvelle façon de satisfaire les besoins. En plus, elle permet de faire propre, c'est-à-dire de faire des économies d'énergie, etc. Donc, elle a toutes les caractéristiques qui permettent de résoudre les principaux problèmes auxquels nous cherchons des solutions. Alors, des capteurs partout, ça ne fait pas un peu Big Brother, c'est-à-dire qu'on sait tout sur tout le monde à tout moment? Alors justement, c'est pour ça que l'État a un rôle là-dedans et c'est pour ça qu'il faut mettre un peu d'ordre, parce que de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que les chefs d'entreprise, ils sont formidables, de toute façon, les opportunités, ils les voient et ils le font. Donc la seule chose que nous pouvons faire, c'est les accompagner dans le fait qu'ils font pour accélérer ce qui est bon et pour gérer les risques. Et c'est tout ça qui est en fait quelque chose de passionnant. Plutôt que de pleurer sur le fait qu'on n'a plus rien à faire, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a d'énormes choses à faire qui sont effectivement de canaliser les coordinations qui vont permettre de dans les coordinations d'acteurs pour entrer plus vite dans cette nouvelle façon de satisfaire les besoins et en même temps de gérer tous ces risques. Et là, si on avait, je pense qu'avec l'exemple, c'est pour ça que je pense que la table ronde est intéressante, parce que vous allez avoir des exemples de ces solutions. Voilà, ça reste, voilà. On va justement y arriver, parce que tout ça, ça fait un petit peu conceptuel. On comprend quelque part qu'il y a un peu de ce qu'on appelle l'Internet des objets, c'est-à-dire tous vos objets, votre caméra, votre frigo, votre voiture seront équipés de puces qui correspondront ensemble, etc. Donc on peut imaginer un espèce de réseau où tous les objets de la vie courante sont connectés et la façon évidemment dont on peut, j'espère en bien, utiliser toutes ces données. Mais peut-être pour effectivement comprendre de façon très concrète le potentiel qu'il y a derrière, est-ce que vous voulez nous dire et nous faire comprendre, donnez-nous un exemple concret. Alors je crois que c'est le domaine de la santé sur lequel vous avez le plus travaillé. Donc très concrètement, dites-nous un petit peu comment ça commence à se mettre en place, et puis après on verra avec Thierry Zilberberg qui s'occupe de la santé chez Orange, comment lui il voit les choses sur le terrain. Oui, alors si vous voulez, je pense que je ne dirais pas par la santé, moi je ne dirais pas la santé. Je dirais que ce qui est l'enjeu, c'est de construire les nouvelles chaînes de production qui vont permettre de faire cette croissance. Exactement comme on a construit des chaînes de production dans les usines, il faut maintenant prolonger ces chaînes de production pour arriver à faire ces nouveaux produits qui vont donner de la croissance d'une façon productive. Donc il faut faire des infrastructures, on voit bien, ça ne tombe pas du ciel, c'est des nouveaux acteurs qui vont se coordonner, etc. C'est comme le train, il faut faire des locomotives, voilà. Et puis des voies ferrées, et puis des gares, et puis vendre des billets aux gens. Voilà. Et si vous voulez, on sait que chaque fois qu'il faut faire ça, on ne sait pas le faire. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que pendant 20 ans, chacun réinvente l'objet sur ce qui doit être une infrastructure, parce que c'est très compliqué de partager la même infrastructure. S'il faut faire des normes, alors on ne sait même pas ce qu'on doit faire, et qui va décider des normes, et si ça
ça ne peut pas être le privé, ça ne peut pas être l'État qui ne sait pas non plus. Donc, si vous voulez, on est vraiment dans quelque chose de très complexe. Cette partie qu'on appelle infrastructure depuis Saint-Simon, c'est-à-dire depuis justement le cycle précédent. Début du XIXe siècle. Voilà, Saint-Simon a été le premier à inventer d'ailleurs le mot infrastructure et le mot industrie. Et il disait, ce qui était magnifique, c'est qu'il fallait partager ces infrastructures pour pouvoir avoir une économie diversifiée. Pour que plein d'acteurs puissent créer des tas de marchés, il faut qu'il y ait une infrastructure partagée. Et à chaque fois, comme je vous dis, ce qui se passe, c'est le contraire. C'est-à-dire que sur les chemins de fer, on a d'abord eu une toile d'araignée, parce que M. Ford se faisait son chemin de fer, M. Renault, tout le monde se faisait son chemin de fer, pour amener son propre besoin, qui était d'amener ses biens près des consommateurs, puisqu'ils produisaient dans un lieu de production, il fallait amener les biens ailleurs. Donc chacun se faisait ça. Puis après, on s'est aperçu que ce n'était pas les mêmes largeurs de voies, c'était pas, etc. Donc on a fait 10 réseaux différents, puis 5, puis 3, puis 2, etc. Puis finalement, on a dit à la Caisse des dépôts, allez, vous faites un réseau. D'accord? Mais ça a mis 30 ans. Et on a encore, entre certains pays, des largeurs de voies qui ne sont pas les mêmes. Donc si vous voulez, pour cette économie, il y a la nécessité, on pourrait revenir sur l'idée, d'une infrastructure numérique sur Internet pour pouvoir justement avoir ces échanges généralisés entre les objets et les personnes. Et ça ne tombe pas du ciel, c'est-à-dire que ça, il y a un vrai enjeu pour faire ça. Donc, encore une fois, ces chaînes de production doivent s'articuler sur ces nouvelles infrastructures et pénétrer dans nos domiciles, dans les rues, dans les lieux de vie, dans tous les lieux de vie. Voilà. Et donc, un des lieux de vie qu'on a privilégié, c'est le domicile, puisque c'est quand même notre premier lieu de vie. Et donc, la question qu'on s'est posée, et c'était ça le plan du service à la personne que j'avais proposé à l'époque. C'était en quelle année, ça? Pour donner une 2003, 2004 c'est ça. Voilà, pour pouvoir donner une échelle de temps. Voilà. Et donc, si vous voulez, l'idée, c'était de repenser la façon de vivre au domicile. Comment peut-on vivre au domicile? Mais à tout âge. Mais la ruse, c'était de dire, on va commencer par le grand âge, parce que là, on a des services sociaux, c'est-à-dire qu'on a une demande qui est financée par du collectif. Et donc, il va pouvoir y avoir des cahiers des charges fixés à tous ces entrepreneurs en leur disant, nous, on veut bien vous aider, ça va vous aider là d'avoir de la demande tout de suite en nombre, hein. Mais pour ça, on vous demande de passer sur une infrastructure partagée. Donc, si vous voulez, c'était ça l'idée. Et donc, en fait, il se trouve que les personnes âgées, elles vont avoir justement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est non seulement vivre, comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire si elles ont besoin, on les loue, on les aide à faire des courses, à faire tout ce qu'on fait aujourd'hui avec des personnes qui viennent, mais on va pouvoir aussi, même des personnes vont pouvoir plutôt les accompagner pour faire leurs courses, leur faire à leur place. Et puis on va avoir surtout tous ces biens avec capteurs qui vont leur permettre de vivre en sécurité chez elles, d'avoir beaucoup plus de prévention justement de cette dépendance. Et donc, si vous voulez, c'est pas vraiment les secteurs de la santé et dedans, mais il n'y a pas que ça. Vous voyez, c'est du vivre chez soi pour une catégorie de la population qui est les personnes âgées. Mais dès qu'on va avoir installé les chaînes de production pour cette catégorie de population, évidemment, on va pouvoir l'étendre à toutes les catégories de population. Par exemple, pour qu'on ne s'ennuie plus à acheter nos frigidaires, nos machines à laver, rien à faire d'acheter tout ça. On va pouvoir avoir une solution électroménagère que les acteurs, je ne sais pas qui, va nous prester, c'est-à-dire qu'on n'achète plus tout ça. On a une solution qui nous permet d'avoir tout ça bien connecté. Vous voyez, on s'occupe de tout ça. On se fait livrer son jus d'orange frais et sa pizza surgelée. Alors, ça on le fait déjà. Mais oui. disons, on va pouvoir. Non, mais je ne sais pas si vous voyez aujourd'hui, moi j'ai perdu mon téléphone portable, j'ai passé mon samedi pour vous voyez, tout est coupé en morceaux. Tout est coupé en morceaux. À chaque bien, vous déclinez un service, un achat, un service après-vente, un interlocuteur, etc. Bon. On a besoin de transversal. Si on veut mieux satisfaire nos besoins, il y a un vrai besoin, il me semble, de coordination de tout ça, non pas pour qu'on perde les pédales, mais pour qu'on les retrouve. C'est-à-dire qu'on dit Big Brother, pour le moment, moi, je voudrais bien Big Brother. J'ai l'impression qu'on est perdu. On a mis
alors du coup, on arrête d'acheter parce qu'on est perdu. Et donc, ces acteurs qui vont pouvoir exister là vont être au contraire des acteurs qui vont nous permettre de reprendre la main sur nos modes de vie avec de nouvelles façons de le faire que les technologies de l'information vont nous permettre. Et effectivement, donc là, le premier exemple sur lequel on travaille avec Orange, c'est sur cette nouvelle façon d'équiper les logements de façon à ce que les personnes en perte d'autonomie puissent y vieillir en bonne santé le plus longtemps possible. Alors, Thierry Sylvain, expliquez-nous concrètement, parce qu'on a une idée, mais enfin, on ne sait pas encore parfaitement clair. Vous les mettez où, ces capteurs, dans la maison? Avant de répondre à cette question, je vais peut-être... dites-moi où est-ce que vous les mettez. Après, je les mets où vous voulez. Non, mais c'est quoi? C'est le médaillon que portent les personnes âgées pour, si jamais elles tombent, appuyer dessus et qu'on les contacte? Je vais vous donner un exemple, et puis après, si vous voulez, on fait une petite marche arrière. Oui, non, mais... Imaginez qu'on ait une personne qui soit une personne âgée, un peu isolée dans une maison. On ne va pas tellement lui mettre un médaillon, mais par exemple, on va mettre un capteur d'ouverture de porte sur la porte des toilettes. Parce qu'on sait que les personnes âgées, à partir d'un certain âge, elles ont besoin d'aller aux toilettes un certain nombre de fois par nuit. Si jamais vous apercevez que la porte n'a pas été ouverte, il y a une alerte qui vous dit tiens, il s'est passé quelque chose d'étrange. Vous pouvez avoir des capteurs qui sont des capteurs beaucoup plus liés à la santé. Imaginez que cette personne souffre des maladies cardiaques. Ça vous intéresse d'avoir l'état de sa pression sanguine peut-être, d'avoir tous les jours. Imaginez que cette personne est un pacemaker. Aujourd'hui, elle souffre de troubles du rythme cardiaque, donc elle a un petit implant qui est gros comme ça, et vous avez besoin de savoir comment s'est passée la journée. Et ça, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui, on le déploie dans 5 pays européens et au Canada à la fin de l'année. Le petit implant qui est là va parler avec une petite boîte qui est sur votre table de chevet, et la boîte, elle va envoyer de l'information à votre médecin traitant tous les jours. Donc, ce sont technologiquement des choses qui sont faciles à faire. Ça s'est expliqué Michel de Bonneuil. Aujourd'hui, on n'est pas dans la frontière technologique. On est dans une autre frontière. Et peut-être pour expliquer ça, je vais vous faire un petit... Alors, allez-y, faites-nous la big picture, comme on dit. Oui, je ne vais pas vous faire la big picture, mais je ne suis pas venu faire la pub de Laurent Nesquer, surtout que vous racontez des... Donc, je rappelle que vous êtes le patron de la division santé d'Orange. Voilà. Mais Michel de Bonneuil disait qu'il n'y a plus de gain de productivité. En fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que c'est vrai que les technologies de l'information, elles ont chamboulé énormément de secteurs de l'économie. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le secteur des transports, dans le secteur du tourisme, on ne travaille plus comme avant. C'est vrai que dans la banque, on va de moins en moins dans sa banque, on fait de plus en plus sa banque à distance. Mais il y a deux secteurs qui résistent encore et toujours, comme le dit le Gaulois, qui sont la santé et l'éducation, qui sont des secteurs dans lesquels les technologies de l'information ont très peu pénétré. Aujourd'hui, dans le domaine de l'éducation, on fait beaucoup des cours de la même manière qu'on les faisait il y a 30, voire il y a 50 ans. C'est vrai qu'on utilise quelques projecteurs, mais on n'a pas vraiment transformé la chose. On a toujours des classes avec des professeurs qui expliquent les choses. Donc, ce sont des secteurs dans lesquels il y a encore des gains. Alors, évidemment, vous allez me dire productivité en cas de l'éducation, est-ce que c'est bien raisonnable? Donc, je vais prendre un deuxième secteur, qui est le secteur que je connais bien, qui est le secteur de la santé. La santé, c'est un secteur où, pour le coup, nous avons de la croissance. Les dépenses de santé, elles croissent. Elles croissent de 5% par an minimum. Et donc, chaque année, en France, la sécurité sociale n'arrive pas à équilibrer les recettes et les dépenses. Chaque année, on a un déficit de l'assurance maladie, et dans l'infinie sagesse de ce gouvernant, on vote chaque année au Parlement un objectif national de croissance de ces dépenses d'assurance maladie. Donc on décide de combien elles vont croître. Et après, en général, on n'arrive pas à remplir ce déficit, mais on est très content de le mettre dans un puissant fonds qui s'appelle la CADES. Je ne reviens pas là-dessus. Mais en tout cas, chaque année, les dépenses de santé, elles augmentent. Et là, on peut faire des gains de productivité parce que les technologies de l'information, elles permettent de faire moins de dépenses. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Et là, des exemples pratiques de choses que nous faisons aujourd'hui.
Vous avez parlé de Big Brother, c'est vrai qu'il y a une technologie dont on parle beaucoup en ce moment, c'est le cloud computing. Alors ça fait peur, on parle d'informatique dans les nuages. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on essaye de créer des grands serveurs dans lesquels on peut stocker l'information. Aujourd'hui, si vous êtes un hôpital, toute l'imagerie médicale que vous faites, les scanners, les IRM, les échographies, les rayons, tout ça, c'est stocké à l'intérieur de l'hôpital. Et en général, c'est stocké sur des machines différentes. Si déjà on les regroupe sur une machine, on fait des gains, parce une seule machine pour stocker, ça coûte moins cher que plusieurs machines. Et en fait, les technologies modernes, elles permettent de faire beaucoup mieux. Elles permettent en fait de se mettre à plusieurs pour acheter des grosses machines qu'on va partager entre hôpitaux. C'est ça le cloud computing. Donc nous, Orange, ce qu'on fait, c'est que nous, on a investi dans des serveurs et on propose à des collectivités, des communautés d'hôpitaux, de finalement stocker leur image chez nous. Le gain est très simple. Aujourd'hui, il y a une obligation légale pour les hôpitaux de stocker les images pendant 10 ans ou 20 ans. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On construit des sous-sols dans les hôpitaux dans lesquels on stocke du film. Comme ça. Gain immédiat, on n'a plus de sous-sol à construire, on n'a plus rien à stocker, on stocke des bits, des datas, des 1 et des 0 dans une grande usine quelque part. Bien sûr, on s'assure de deux choses. On s'assure d'abord que ne peuvent avoir accès à ces données que les gens qui ont droit, c'est très important. Et on s'assure aussi qu'on a suffisamment de sécurité pour que la donnée ne se perde pas. C'est ce que demande le gouvernement français, qui autorise un nombre très restreint d'entreprises à stocker des données. Donc, vous voyez, un premier exemple, c'est les technologies de l'information, c'est de l'informatique distribuée, si vous voulez, on met ça dans les serveurs, on fait un gain pour les hôpitaux. On fait un gain assez important, économique, on fait un gain pour les médecins, parce que les médecins, cette fois-ci, n'ont plus besoin d'aller dans les différents services récupérer l'information, ils peuvent la partager avec un collègue, elle est disponible plus facilement. On fait un gain pour le patient, parce que, pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait l'expérience, se travailler d'un hôpital à l'autre ou d'un médecin à l'autre avec sa grande enveloppe en papier craft et qui comprend tout son dossier, c'est un peu pénible. Bon, aujourd'hui, c'est plus nécessaire, tout ça est disponible sur Internet. Deuxième exemple, parce que je vois que vous commencez à vous impatienter, mais les capteurs dans tout ça. Moi, je veux mon exemple, la dépendance. Vous voulez, alors, ici, pas tout à fait. La dépendance, c'est le troisième. J'en vous donne un deuxième. Les dépenses de santé, elles augmentent pourquoi? Elles augmentent principalement à 90% aujourd'hui à cause des maladies chroniques. La médecine a fait de tels progrès qu'en fait, maintenant, on soigne les gens. Donc on ne meurt pas avec des maladies, on vit avec. Les maladies chroniques, c'est le diabète, c'est les maladies cardiovasculaires, c'est des maladies respiratoires. Et donc, on vit avec ces maladies. Et ces maladies, elles coûtent. Mais elles ne coûtent pas tellement parce qu'on les soigne au quotidien, elles coûtent parce que si vous ne prenez pas votre traitement, par exemple, eh bien, vous allez faire des crises. Si vous ne prenez pas votre traitement cardiovasculaire, vous allez faire une crise cardiaque. Et après, si vous faites une crise cardiaque, on vous amène à l'hôpital d'urgence, on vous fait des traitements qui sont très coûteux. Donc si on peut éviter cette crise cardiaque, vous la reculez, on va faire des gains. Et c'est là qu'interviennent un certain nombre de capteurs, puisqu'on peut surveiller à distance des malades chroniques. Les malades du diabète, c'est très simple, hein, ils peuvent avoir un petit appareil qui mesure la glycémie, qui transmet la glycémie à votre téléphone portable, et le téléphone portable enregistre tout ça et met ça sur Internet. Tout ça, c'est très facile, ça existe aujourd'hui, c'est testé depuis un certain temps, mais le problème, c'est que ça n'est pas généralisé. Donc, il y a des gains qui sont possibles à l'euro. Maintenant, je termine sur le troisième sujet, le maintien à domicile. Là, on est confronté à un problème qui est, en tout cas un phénomène qui est que la population vieillit. En Europe aujourd'hui, en 2013, un Européen sur 4 a plus de 60 ans. Aujourd'hui, un bébé qui naît en France, 1 sur 2, a une espérance de vie de 100 ans. Donc, on est confronté à un déséquilibre par rapport à l'habitude qu'on avait de voir nos... si vous voulez, aujourd'hui, quelqu'un qui a 65, 70 ans est parfaitement en forme. Alors qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, on considérait qu'il était déjà âgé. Donc, on rentre dans un système où les personnes vont vivre longtemps. Il y aura des centaines de milliers de centenaires en 2020. On estime que le nombre de gens de plus de 80 ans va doubler, même chose d'ici 2020. Et ces gens-là,
continuent à être vivants, moins plus fragiles. On a donc besoin de faire en sorte que ces gens soient, disons, soutenus. Et comme il y en a beaucoup, on doit construire des maisons, des établissements pour les accueillir, il faut qu'on soit capable de les soutenir chez eux. Et pour ça, il faut qu'à leur domicile, on mette les fameux capteurs dont on a parlé, donc des médaillons peut-être, des capteurs de chute. Aujourd'hui, on peut faire des puces qui sont grandes comme 2 mm et qui détectent les chutes. On peut avoir les capteurs d'ouverture de porte, on peut avoir des capteurs qui mesurent le débit électrique. Tous ces capteurs-là, toute cette technologie existe aujourd'hui. Le problème que nous avons, Philippe, c'est non pas de faire cet Internet des objets, le problème c'est, et on reboucle finalement sur la problématique de Michel de Bonnel, c'est que derrière cette information, il faut bien la transmettre à quelqu'un. Il faut bien qu'il y ait des gens qui surveillent. On va pas avoir des robots qui surveillent les personnes. Et donc il faut créer une économie dans laquelle on a des acteurs du service à la personne. Et là, et c'est peut-être finalement un des objets du débat d'aujourd'hui, Michel de Bonnel a nous décrit un monde merveilleux dans lequel tous les acteurs économiques sont rationnels. Et il se trouve que notre économie ne l'est pas du tout. Alors, quand on a discuté un petit peu avant ça, je vous avais parlé d'un diagramme merveilleux. Je sais pas, j'ai renoncé à le projeter, mais aujourd'hui, les personnes âgées, elles sont soutenues financièrement par l'État et également par les personnes privées. Je vais juste vous énumérer les différentes cheminées qui servent à financer cette aide de personnes âgées. Ça, ce sont finalement les guichets auxquels une personne peut aller demander. C'est un sous-ensemble du guichet. Enfin, c'est un sous-ensemble parce que avec une pendant un 4. Oui, donc je me suis resté combien là? Alors là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus les personnes âgées. Donc vous avez la Caisse nationale d'allocation familiale qui va verser des aides au logement. Vous avez l'assurance maladie qui va verser à la fois à l'hôpital et à la médecine de ville, la bagatelle de 11 milliards. Vous avez l'État qui va verser directement des réductions d'impôts pour les frais d'hébergement en EHPAD. Ça, c'est pour la bagatelle de 200 millions. Vous avez également l'État qui va exonérer les charges des employés à domicile. Vous avez la CNSA, parce qu'on a construit un outil qui permet de récupérer de l'argent pour le reverser, qui s'appelle la Caisse nationale de solidarité autonomie, qui verse également, suivant 2 cheminées différentes, 1 milliard d'euros et 6,2 milliards d'euros aux EHPAD pour le forfait soins. Ça n'est pas fini. La CNSA donne de l'argent aux départements, donc les conseils généraux, qui versent l'APA. Donc l'APA, c'est l'allocation pour perte d'autonomie pour les personnes âgées. Mais les départements versent aussi les aides sociales et l'hébergement. Ils versent l'APA à la fois pour les EHPAD, pour les instituts qui hébergent, mais également directement à la personne. Et je termine avec, bien sûr, la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui verse également des dépenses d'action sociale. L'ensemble représente un peu plus de 20 milliards d'euros. Et vous voyez, pas la peine de faire des cours d'économie, vous voyez bien que si on a 7 cheminées, chacune étant subdivisée même en 3 sous-cheminées, que là, on a énormément de gains d'efficacité qui sont faisables. Donc il y a une vingtaine de guichets qui alimentent la personne en état de dépendance, voilà, et qui finance finalement son état de exactement. Et bien sûr, surveillance. les personnes âgées elles-mêmes et les familles des personnes âgées contribuent également à cette économie-là, à la hauteur de 5 ou 6 milliards d'euros de plus. Et il existe encore un dernier montant qui est finalement la perte pour la société des personnes qui travaillent. Parce que si vous êtes quelqu'un qui travaille, et puis que dans votre famille, il y a quelqu'un qui a besoin d'être aidé, vous allez prendre une demi-journée par semaine, une journée par semaine, pour être un aidant familial, comme on dit. Et pendant cette demi-journée-là, vous n'allez pas travailler. Toutes ces journées ensemble, c'est de la perte de production pour l'économie française. Donc, des gisements, il y en a énormément. Et la difficulté que l'on a n'est finalement pas tant d'inventer de nouveaux modes de production, et là je rejoins entièrement Michel de Bonnel, les acteurs économiques sont très inventifs sur le sujet, mais les pouvoirs publics, à mon sens, leur rôle c'est d'essayer de mettre un peu d'ordre là-dedans
de faire que ces guichets soient un peu plus simples d'emploi, et à ce moment-là, vous verrez qu'une économie se développera. Aujourd'hui, finalement, on est trop intelligent. Il faut un choc de simplification, comme disait quelqu'un, on va faire autre chose. Ouais, voilà. C'est déjà un énorme chantier en soi. Alors, donc on a vu, on y reviendra, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, si vous n'avez pas tout compris, parce qu'on reviendra, on va le bombarder tout à l'heure de questions plus pointues. Michel de Bonneuil, vous citez également, pour sortir un petit peu de ce domaine de la dépendance, de l'action sociale, de la santé particulièrement, dont on comprend bien que c'est un domaine qui spontanément fait appel à du service, à des gens pour venir s'occuper de ces personnes. Vous citez aussi souvent la question des transports, avec laquelle vous avez d'ailleurs, sur laquelle vous avez déjà souvent travaillé. Alors, est-ce que le transport est un bon terrain d'expérimentation de l'économie quaternaire? Oui, absolument. Comme les personnes dépendantes sont un terrain intéressant parce qu'ils permettent de repenser la façon de vivre chez soi, en commençant par une catégorie de population de l'emploi où les pouvoirs publics peuvent mettre de l'argent sur les services sociaux. Juste pour citer excusez-moi de vous interrompre, mais juste pour avoir un ordre de grandeur, combien de personnes travaillent aujourd'hui sur le domaine de la dépendance? Est-ce qu'on a une idée? Est-ce que à la fois de l'état actuel et du potentiel? Déjà, rien que sur les personnes, je crois qu'il y a 2 millions d'intervenants qui viennent s'occuper à domicile des personnes en contact de l'autonomie. Donc, c'est déjà 2 millions. Énorme. Vous avez en plus toutes les. Aujourd'hui, si on continue dans la voie au domicile, parce qu'on parle de domicile. Maintien à domicile. Il y a les personnes qui sont dans les maisons. Et puis il y a les EHPAD, tout ça. Voilà. Donc, on a rien qu'à la maison, effectivement, on n'arrive pas à rester puisqu'on n'a pas encore les choses pour le faire. Il y a déjà beaucoup de personnes, mais qui viennent juste pour apporter leur aide manuelle. Mais on voit bien que demain, il va y avoir toutes sortes d'actes bien avec des capteurs, mais encore une fois, qui ne seront pas forcément de la santé. Descendre des volets, ouvrir des portes sans clé, c'est pas de la santé, n'empêche que pour une personne dépendante, si on peut plus ouvrir sa porte. Mais ça, c'est pas forcément un emploi derrière. Mais bien sûr que si, parce que quand ça ne fonctionne pas, il faut bien que quelqu'un vienne pour le dépanner, etc. Donc vous avez évidemment un accompagnement de tout ça, et puis il y a un back-office pour que tout ça fonctionne correctement. Donc, donc le seul cas de la dépendance, c'est plus de 2 millions de personnes, on va dire. Ah, mais oui, voilà. Bien sûr, et potentiellement c'est beaucoup plus que ça, puisqu'il y a la santé, il y a la santé voilà. Qui est dedans. Bon, là, il fait beaucoup plus. Alors, on parlait de transport. Donc, on y revient. On y revient, mais si vous voulez, on a vu aujourd'hui que le domicile était donc un lieu où il fallait effectivement repenser la façon de satisfaire les besoins. Il y a d'autres lieux emblématiques de la façon dont il faut se conduire, c'est l'extérieur, c'est entre les lieux de vie. C'est-à-dire pour aller d'un lieu de vie à l'autre, il ne faut plus faire comme avant. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait sa voiture particulière dans son garage, et on allait d'un bout à l'autre, ou bien on prenait un moyen de transport en commun si on habitait en ville et qu'on avait la possibilité de le faire, ou bien on allait... On parlait à l'imparfait, mais enfin, c'est encore ce qu'on fait. C'est encore ce qu'on fait. Disons que c'est cette ancienne façon qui va se poursuivre, mais qu'on essaie de dépasser. On ne nie pas l'économie précédente, on la dépasse, c'est-à-dire on propose des choses qui permettent de mieux satisfaire les besoins. Ceux qui préfèrent continuer à faire comme avant, ils le font. Ceux qui veulent continuer à acheter sa voiture, ils le font. Simplement, en général, les gens qui ont envie d'acheter des voitures, c'est parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont plus riches que les autres. Quand tout le monde pourra louer une Rolls-Royce le dimanche, je veux dire, ça n'aura plus aucun intérêt, sauf pour des gens qui vraiment aiment être une Rolls-Royce, parce qu'en termes de représentation, tout le monde pourra le faire. Donc, bon, ce que je veux dire simplement, c'est qu'il faut proposer des nouvelles façons de satisfaire des besoins qui permettent de les améliorer, parce qu'encore une fois, c'est ça la croissance. Donc, dans la mobilité, il y a un potentiel, comme à la maison, comme dans les écoles, comme dans les hôpitaux, comme dans tous les lieux de vie.
il y a un potentiel, effectivement, d'amélioration de la satisfaction des besoins par une nouvelle organisation de le faire, et donc par des chaînes de production plus sophistiquées qui vont organiser en particulier une chose très nouvelle, qui est le partage des voitures individuelles. C'est-à-dire qu'avant le collectif, on appelait collectif ce qui était, on appelait public ce qui était collectif. Voilà, le bus, le train. Voilà. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une intervention publique dans des choses qui sont de la mobilité individuelle, mais partagée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la voiture ne nous appartient pas, mais il faut qu'il y ait une organisation industrielle pour qu'on puisse les partager, on voit bien qu'on entre dans quelque chose qui n'existait pas avant et qui va effectivement faire l'objet d'une organisation nouvelle avec de nouvelles chaînes de production qui vont partager la même infrastructure. Donc ça, c'est le Vélib, l'autolib. Voilà, et puis des choses plus sophistiquées sur le covoiturage, parce que le covoiturage, là aussi, il se développe, et comme le disait Thierry, pour la santé, ça se développe à dose homéopathique. Parce qu'au lieu d'être fait de façon générique avec des acteurs pour le faire, mais aussi des infrastructures qui se greffent dessus, ça se fait à la petite semaine, chacun dans son coin, avec effectivement des silos, des tuyaux d'orgue, au lieu d'avoir une transversalité. Et c'est là où l'État peut avoir un rôle d'essayer non pas de faire, mais de répondre à des demandes de coordination d'acteurs, et là encore, à partir des services publics, puisque dans le transport aussi, l'État peut avoir une demande de nature à être une vraie incitation pour les acteurs privés à aller vers la construction de nouvelles chaînes de production pour satisfaire ces besoins. Le Vélib, c'est du Cotardin? Absolument. D'ailleurs, j'étais à l'origine du Vélob à Lyon. L'ancêtre des Vélib. Voilà, oui. Parce que d'ailleurs, c'est intéressant de voir que le Vélib, le Vélob, tous ces trucs-là, sont encore très très loin de ce que ça devrait être. Très très loin. Parce qu'en fait, on a pris le vélo à l'ancienne, on l'a lesté pour qu'on ne puisse pas le voler. Alors, on lui a laissé les chaînes, alors qu'il fallait faire des vélos hyper légers, sans chaîne. Et pour ne pas les voler, il fallait leur mettre une puce qui hurle quand on dépassait les bornes. Bon, donc on n'est pas du tout dans ce qu'il faut. Et au lieu de les transporter sur d'autres personnes pour les mettre sur des camions à l'ancienne qui bougent toutes les rues par rang de 3 pour les apporter d'un lieu à l'autre, il fallait les empiler les uns dans les autres pour que quelqu'un les conduise d'autres lieux. Et on aurait eu par exemple Peugeot, qui pour un certain nombre d'entre vous qui sont très bien âge, mais c'est ici, on savait Peugeot, c'était les vélos Peugeot, c'était formidable. On aurait pu faire de Peugeot un acteur mondial du vélo partagé. Et bien on en est très très loin, on en est encore à laisser les deux vélos. Donc y compris dans ce qu'on croit être développé en matière de boîte à mer, on n'y est pas. Bon, ça c'est normal que ça balbutie au début, on y entre. Alors Éric Champarneau, vous êtes un spécialiste justement du transport, vous travaillez chez un constructeur automobile. Alors d'abord, est-ce que vous partagez l'enthousiasme de Michel de Bonneuil? Et puis, où est-ce qu'on en est? Alors si on prend le domaine que vous connaissez bien de l'automobile, c'est du balbutiement ou on est déjà entré dans quelque chose qui ressemble à ce qui vient d'être décrit? Définitivement entré dans une phase de transition et on y est bien entré. Je vais prendre un exemple justement, un chiffre pour commencer. Quand je commence à m'intéresser à l'automobile, à sa place dans l'économie, dans la société, la part modale de l'automobile, c'est 80%. Alors qu'est-ce que c'est une part modale? Vous interrogez la population, vous lui demandez quel moyen de transport allez-vous utiliser aujourd'hui pour vous déplacer. Et un jour de semaine normale, c'est-à-dire pas une semaine de vacances, ou une semaine de conflits sociaux ou de gel, 80% des individus se déplaçaient en voiture. On a lancé au BIP, dont je suis le président, une enquête semestrielle. Tous les 6 mois, on interroge des gens depuis plusieurs années. On a commencé en 2007. On leur pose la question, année après année. Tous les ans, on perd un point. Si bien qu'aujourd'hui, on est rendu à 72%. Donc, en l'espace de 5 ou 6 ans, la part modale de l'automobile a régressé de 8 points. Et globalement, dans nos projections, on sait qu'elle régressera encore au moins une dizaine de points dans les 5 prochaines années. La place sacro-sainte de l'automobile individuelle, son hégémonie, son monopole dans nos rues est contestée depuis un certain temps. Parce que vous interrogez des citadins, là. Non, justement, alors ça c'est un point sur lequel je crains que pas tout à fait d'accord avec Mme de Bonneuil. On n'achète pas une voiture par goût d'ostentation seulement. Quand vous habitez dans le rural, dans le périurbain,
Aujourd'hui, compte tenu de l'état de développement des transports collectifs ou des nouvelles solutions dont on va parler, si vous voulez vous déplacer, vous n'avez pas d'autre choix que d'acheter une voiture. Ça ne va pas être une Rolls, ça va plutôt être une vieille voiture d'occasion. Et on va fustiger les gens qui l'utilisent parce que c'est un diesel qui pollue beaucoup, mais ils n'ont pas le choix. Donc voilà, pour toutes ces solutions, ces nouvelles solutions d'offres, réfléchir à la demande, ce qu'elle attend et ce qu'elle peut s'offrir. C'est un point sur lequel j'aimerais qu'on revienne, car on peut imaginer beaucoup de nouvelles solutions, beaucoup de prospectives positivistes. Mais il faut que ce soit abordable. Il faut que ce soit abordable pour les ménages, pour les individus qui choisiront, et pour les entreprises qui le développeront. Il faut qu'elles aient un retour. Voilà. Nous, on conseille au PIP les entreprises sur le court et le moyen terme, et les entreprises sont conséquentes, elles ne s'engagent que là où elles savent qu'elles auront un payback. De façon Alors, quelques exemples dans l'automobile de ce qui se fait. Alors, Mme de Bonneuil a commencé à en citer. Le covoiturage, je prends le dernier quelques commentaires, n'est plus embryonnaire. Moi, j'aurais pas du tout tendance à faire confiance à l'État au public pour organiser ces nouvelles mobilités. Il a, l'État, le public, le welfare state, l'État-providence, a eu 50 ans, ou même un peu plus, pour faire monter sa capacité à organiser les déplacements, la fluidité, le transport, la mobilité des marchandises et des personnes, et sans paraître trop suffisant ou réducteur, il a montré qu'il n'en était pas capable. Pour le transport public, il a quand même bien réussi. Il y a des métros, des trains, il y a quelques réussites pour le transport public de voyageurs longue distance. Je n'en disconviens pas. On a probablement le meilleur réseau ferré du monde et des trains qui arrivent à l'heure et qui circulent dans de très très bonnes conditions. Mais on cherche les trains de marchandises. Et il faut être parisien et utiliser de temps en temps le métro, d'autres solutions pour se rendre compte que les infrastructures sont dépassées, insuffisantes, alors qu'on a la croissance de la population et l'urbanisme, ça se réfléchit sur des dizaines et des dizaines d'années. Je ne parle pas de la congestion sur les routes aujourd'hui. Et heureusement, le covoiturage, toujours sur cet exemple, s'organise, s'institutionnalise, et aujourd'hui, j'ai des chiffres à peu près en tête. Il y a 7-8 ans, vous posiez la question tout le monde dans cette enquête, qui interroge les citadins et les périurbains et les ruraux, j'insiste bien. On avait 2% de la population qui savait ce que c'était. On avait tous en tête l'autostop, mais on n'en savait pas plus. Et aujourd'hui, la dernière enquête, elle date du mois de décembre. Le terrain de la nouvelle est en cours aujourd'hui. On a plus de 10% de la population qui connaît et qui utilise le covoiturage. 10%. Ça n'existait pas il y a 5 ou 6 ans. Donc là, pour encore revenir sur votre question, on est vraiment en train de basculer. 10% de la population utilise le covoiturage. Absolument. Si on prend tous les motifs, toutes les distances et tous les motifs, c'est-à-dire du covoiturage professionnel, j'économise mon budget mensuel en transportant des gens qui habitent proche de chez moi, et on est combien à Versailles, la Défense aujourd'hui, par exemple, des gens qui s'organisent et font ces roulages, des gens qui habitent en périphérie de grandes villes qui rejoignent le centre-ville. Ça, c'est l'arrangement individuel en quelque sorte. On n'est pas, c'est pas vraiment dans l'économie. C'est dans l'économie non marchande. Dans l'économie non marchande. L'économie pour autant. Puisque ce que vous n'avez pas dépensé sur cette dépense de transport, vous allez pouvoir le dépenser ailleurs, notamment en solidarité sur l'assistance des personnes dépendantes, par exemple. Ça croît. L'autopartage. Alors l'autopartage, et là justement, c'est important je pense, et là, on confirmera que cette affaire de Peterner, s'il doit fonctionner, doit en partie en tout cas fonctionner sur ce qu'on appelle l'économie non marchande. L'autopartage, on connaît tous, évidemment, on est tous parisiens, on les a ici, Autolib. C'est une entreprise que vous connaissez tous, Bolloré, une entreprise traditionnelle qui s'y est mise. Moi, je suis encore plus intéressé, impressionné, je suis impressionné par Autolib, qui a travaillé seul contre le vent des marées, contre des constructeurs établis avec son système de base qui est propre, etc., qui est en train de réussir son coup. On en voit beaucoup en tout cas. On en voit beaucoup. En circulation. Ils sont très secrets sur les chiffres. Sur les effectifs inscrits, sur les kilomètres roulés, etc. On est content parce que dans un monde concurrentiel où il faut préserver l'information, ça aussi ça va pas tellement de pair avec le quaternaire. Mais il y a d'autres systèmes, Buscar par exemple. Zipcar est assez connu, qui sont les pionniers de la. Ça c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, absolument. Et la pionnière, en fait, Robin Chase, avec qui on travaille régulièrement, a lancé en France quelque chose qui s'appelle Buscar
et qui consiste à de l'autopartage privé. Vous avez votre voiture, aujourd'hui vous êtes probablement ici en transport en commun ou en auto-libre, mais le week-end ou pour vos vacances, vous avez besoin d'une voiture. Et c'est un capital qui est immobilisé 95% du temps. Une voiture, 95% du temps, c'est stationné, c'est immobile, c'est un capital qu'on ne fait pas fructifier. Pourquoi ne pas le mettre à disposition de voisins qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture, qui ont pourtant besoin pour aller faire des courses exceptionnelles. Ça marche bien. Pareil, c'est secret. Comme tout ça est très nouveau, que les business models sont en train d'être mis en place, ça marche suffisamment bien pour que la société ait été rachetée par Mobilia, qui est le nouveau nom de Nord-Auto. Donc, quand on s'intéresse à une petite start-up qui existe depuis 3-4 ans maintenant, c'est que les promesses sont là. D'accord. Donc ça, c'est le deuxième exemple un peu de transition Oui. Alors, vers le service. Absolument. Alors, la voiture possédée, la voiture en propriété et l'usure que ça représente, ça aussi, c'est en train de changer très très vite. Alors, Mathis l'a dit dans son introduction, les marchés automobiles aujourd'hui vont très mal en Europe. On va toucher des minimums historiques d'immatriculation de voitures neuves en France. Pour autant, c'est très intéressant de constater, alors ça peut paraître paradoxal, mais quand on regarde dans le budget des ménages la part consacrée à l'automobile, le coefficient budgétaire automobile, achat plus utilisation, ça ne bouge pas. Depuis 20 ans, ça ne bouge pas. Ce qu'on voit, c'est qu'à l'intérieur de ce coefficient budgétaire, la partie qui est dévolue à l'utilisation, le parking, l'assurance, l'entretien, la réparation et le carburant, qui est le poste le plus lourd, ne cesse d'augmenter. Et ce coefficient, il est combien par rapport à Oui, il est 9, pas du revenu, de la consommation. La consommation. Vous prenez le revenu, comme ça, il y a des étudiants en sciences éco, là, et trouver avant le bac. Vous prenez le revenu, vous retirez l'épargne, vous reste la consommation et vous prenez vous subdivisez la consommation, vous avez des postes, le coefficient budgétaire. Et ça représente donc 9% de la consommation. En moyenne, en France, un ménage consacre 9% de ses dépenses à l'utilisation de la voiture, et là où il consacrait 6% à l'achat de véhicules à la fin des années 80, début des années 90, il est aujourd'hui vendu à 3%. Donc en 15-20 ans, la part achat de l'automobile a été divisée par 2. Aujourd'hui, la voiture, on la loue en courte durée pour les vacances, de plus en plus, et les industriels de l'automobile, les services marketing avec lesquels on travaille, ne pensent qu'à une seule chose, c'est faire basculer l'automobile dans l'économie de l'abonnement. Ça coûte trop cher, même un véhicule low cost à moins de 10 000 € par rapport à la situation que vous décriviez dans votre introduction, le chômage, la difficulté de pouvoir d'achat. On ne peut plus mettre des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros dans un bien dont on sait que la valeur va être dépréciée très rapidement et dont on sait que pour l'entretenir et l'utiliser, ça va coûter de plus en plus cher. Donc on fait basculer, comme c'est le cas pour l'Internet, comme c'est le cas pour la téléphonie, on fait basculer l'automobile dans l'économie d'abonnement. Dernier point. Mais l'économie de l'abonnement, c'est pas forcément un paiement à l'usage, parce que le leasing auto, par exemple, qui est une forme d'abonnement, ça ressemble beaucoup à la possession d'une voiture normale, sauf que, effectivement, au bout de 3 ans, on peut avoir l'usage. Alors, ça, c'est le leasing, vous avez raison, c'est la location longue durée classique, le leasing très classique. Mais là aussi, il y a beaucoup d'innovations qui sont en cours, qui émergent assez rapidement, alors tout est relatif. Moi, je considère que c'est assez rapide parce qu'il y a encore 5 ans, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, même si je serais bien en fait de vous donner des chiffres significatifs de pénétration. Mais prenez l'assurance. Aujourd'hui, vous avez le pay as you play. Globalement, vous avez une cotisation d'assurance qui est dépendante de votre utilisation de la voiture. Les anciens leasings, c'était assez compliqué. Vous partiez pour 3 ans, il y avait un système sur les options d'achat dont le prix était prohibitif. Aujourd'hui, vous avez la moyenne durée. Vous n'êtes plus obligé de vous engager pour aussi longtemps. Et vous avez une certaine souplesse dans les dernières offres de changer de modèle en cours de route. Et pourquoi pas de changer de modèle au mois de décembre, quand vous avez aussi prendre quelque chose d'un peu plus grand pour transporter toute la famille, ou au mois d'août pour partir en vacances, et de revenir sur une citadine plus classique pour les jours de semaine normales. Ça commence à se faire. Ça se fait complètement. Alors, les acteurs traditionnels, ils sont un peu, ils sont nécessairement, bipolaires. Parce qu'ils doivent ici en Europe, alors je pense aux constructeurs Peugeot, Citroën, Renault,
qui ont leur base traditionnelle, industrielle, encore essentiellement ici en Europe, dans un pays où le marché immobilier, je veux le dire, est en décroissance assez rapide. Et là, ils doivent inventer des choses pour ces nouveaux consommateurs, pour ces nouveaux modèles dont parlait Madame Tounaï. Ils l'ont fait, ils l'ont inventé. Ça s'appelle Mule by Peugeot, pour la maison Peugeot. Et là, ça devient des providers, des fournisseurs de mobilité, des opérateurs de mobilité. Vous avez votre contrat, location de voiture, que je viens de le décrire, et vous avez besoin de vous déplacer en train, en avion. Il vous offre le service en fait, qui va vous aider à trouver les meilleurs horaires, les meilleurs prix, etc. C'est Multicity chez Citroën, Mule by Peugeot, et Renault a également son offre. Alors, à mon sens, et je leur dis à chaque fois qu'on travaille pour eux, et heureusement pour nous assez régulièrement, ils ne vont pas assez vite ni assez fort, mais à leur décharge, ce qui est très paradoxal, ce qui est difficile à avoir en tête, c'est que chez nous, ça ne va pas bien la croissance, les marchés automobiles sont en chute libre, mais la planète automobile traditionnelle, en fer, en concret, avec des systèmes de production à l'ancienne, des modes de possession tout à fait traditionnels, elles se portent un peu mieux. Les taux de croissance des ventes annuelles à l'échelle planétaire, c'est 5% l'année dernière. La Chine, c'est 10%, et on considère que c'est une très mauvaise année. Donc, difficile. Ils ne sont pas encore dans le quaternaire. Ils ne sont pas, ils en sont très très loin. On y va, mais... Ils en sont très très loin. Je pense que ça prendra 10 à 20 ans à basculer, encore que ces pays émergents qui vont très très vite, et je pense que dans la téléphonie, monsieur pourra en parler bien mieux que moi, on peut sauter les étapes. Oui. J'ai eu la chance d'aller à Shanghai il y a très très peu de temps pour regarder la ville, et vous me dites, finalement, la Smart City, ça ressemble peut-être un peu à ça. Le métro là-bas, c'est un vrai métier, c'est un vrai métier. Juste un chiffre. En Chine, les trois opérateurs mobiles, chaque mois il y a 60 millions de nouveaux abonnés. Le marché chinois, le marché automobile chinois, c'était inexistant, il n'y avait pas de statistiques en 2000, et ils ont eu 18 millions de voitures l'année dernière. En Europe, on en a 15, aux États-Unis 16. Donc le marché est né, et en 10 ans, il est devenu le premier marché mondial. Ça va très très vite. Voilà, et là, effectivement, on s'éloigne de notre idée qui est, eux, ils sont encore sur la possession du bien. Et là, pour le coup, lorsque je rejoins un peu de c'est une consommation très statutaire, très ostentatoire. Une sortie de l'économie de subsistance, les premiers dollars supplémentaires sont consacrés à l'automobile. Alors l'offre ici, les industriels occidentaux, on va dire aux Français, ils ont un double jeu à conduire pendant encore pas mal d'années. C'est de rester, parce que on commence à nous dire les business models, il faut solvabiliser ces nouveaux services. Les capteurs, on va parler de l'automobile, les capteurs dans l'automobile, il en faut énormément. Si vous voulez un véhicule électrique, il faut qu'il soit nécessairement intelligent. Les automobiles sont intelligents. Vous savez où vous allez pouvoir vous garer si un gaz est disponible. Pour recharger, quand ce sera un véhicule individuel électrique, il faudra avoir une capacité d'aller se recharger en voie publique. Donc là, il faut être renseigné où se trouve la borne de recharge, est-elle disponible, etc., etc. Donc ces constructeurs vont devoir apporter ces nouvelles technologies de l'information et de la communication, ces nouveaux services globaux. Et là, je suis bien d'accord, il faut arrêter d'empiler les offres et les intégrer de façon intelligente. Pour avoir un tout en un efficace. Et pour financer tout ça, financer la recherche, financer le développement, il leur faut des capacités de financement et aujourd'hui de l'argent. Et pour l'instant, ils vont aller chercher dans les pays émergents, dans l'économie traditionnelle, ancienne, classique. Alors justement,